Bonjour à tous, bienvenue dans Medical Talks, le podcast où on va à la rencontre des professionnels de santé, du médical, du paramédical et du bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve avec Noam, ostéopathe. On va en savoir un petit peu plus sur sa vie, sur son parcours, sur comment il est devenu et comment il a réussi à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Bonjour Noam, enchanté. Enchanté. Bienvenue dans le podcast. Si tu peux simplement déjà te présenter, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui actuellement, que les gens apprennent à te connaître. Alors, je m'appelle Noam Rosenblum. Mais pour me présenter, en fait, je suis d'abord ostéopathe. Je dirige l'école d'ostéopathie à Wingate depuis 2019. Ça fait bientôt 6 ans. Et français, franco-israélien, je dirais plus israélo-français. Enfin, je suis là depuis que j'ai 5 ans. On est venu en 93. Mon père, il a fait l'Aliyah, famille sioniste. Et voilà, on est arrivé ici en 93 et voilà. Ça c'est en quelques mots. Bah écoute, merci de t'être présenté. Avant de commencer, de comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, si tu peux, pour les gens qui vont nous écouter, qui connaissent ou qui connaissent pas, ou du moins qui vont peut-être découvrir via ce podcast-là, décrire simplement, c'est quoi pour toi l'ostéopathie? Ce métier extraordinaire qu'on entend parler. C'est pas si simple que ça pour expliquer. Mais en fait, il y a plusieurs explications. Ça dépend combien de temps tu as. J'ai autant de temps qu'il faut. Le montage. Explication de 20 secondes, de 1 minute, de 5 minutes. Mais si je dois les AKEC, c'est quand tu essaies de résumer enfin une explication que j'aime pour l'ostéo. En fait, c'est l'ostéopathie. D'abord, c'est une guicha refuite. C'est plus qu'une façon de traiter. C'est vraiment une philosophie de médecine. Et comme la médecine chinoise. Et en fait, ce que l'ostéopathe il essaye de faire, c'est que chaque cause, chaque problème ou un mal qu'on a, ou chaque problème médical, il a plusieurs causes. Il y a toujours la cause qui est génétique, héréditaire, ça veut dire la famille. Il y a toujours la cause chimique qui est plutôt nutrition, vaccin, je sais pas. 3e cause psychologique. 4e cause, c'est pas forcément dans l'ordre. 4e cause, il y a toujours une cause mécanique, physique, à chaque problème qu'on a, que ce soit j'ai mal au cou ou j'ai l'hypertension. Alors il y a toujours une cause mécanique et l'ostéopathe, avec ses études qu'il fait, il cherche la cause mécanique dans ton corps qui peut expliquer ou qui peut rajouter et créer ce problème que tu as, que ce soit musculo-squelettique ou vraiment pathologie de maux de tête, maux de ventre. Il y a toujours une cause mécanique. L'ostéopathe, il cherche cette cause. Et l'ostéopathie croit dans la vitalité, la force de vitalité, la médecine, elle vient du corps, la maladie, elle vient du corps. La médecine, elle vient pas de dehors, pas par des cachets, pas par des vaccins ou peu importe. Et le corps, il essaye constamment de se auto-réguler et le corps, il se mérapète, bien sûr. Il se soigne de lui-même. Il se soigne lui-même et en fait, nous, on doit essayer de trouver les causes mécaniques qui l'empêchent à s'auto-corriger. Donc finalement, l'ostéopathie, c'est pas simplement une manière de soigner, c'est plus de trouver la cause, et quand on a trouvé la cause, là, de soigner. Parce que finalement, si on n'a pas trouvé la cause de ce que t'expliques, on peut pas soigner. C'est ça. Et voilà, on cherche la cause mécanique qui peut empêcher le corps de faire son travail naturel, son travail de vitalité qui est d'auto-réguler et de se auto-corriger. Merci de cette explication sur l'ostéopathie. Pour déjà un peu plus apprendre à te connaître et puis que les gens qui vont nous écouter comprennent qui est Noam derrière ce beau métier. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu t'es dit c'est ce métier-là que je veux faire? Il y a beaucoup de gens qui viennent étudier l'ostéo ou des médecines naturelles, alternatives. Il y a ces gens, en fait, qui sont nés depuis qu'ils sont petits. Ils ont cette tendance. Ils veulent traiter, ils touchent les gens, ils massent la famille et ils ont cette orientation. Depuis qu'ils sont nés, ils savent qu'ils veulent être métapèdes, ils veulent être thérapeutes, ostéo, kiné, peu importe. Et moi, je fais pas forcément partie de ces gens-là. Moi, j'ai découvert avec le temps, en fait, je savais vraiment pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je suis né dans l'ostéopathie, en fait. Mon père qui est ostéo, il m'avait traité. Et je savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie. Pendant quelques années, j'ai cherché, j'ai fait plusieurs choses. À un moment, il y a une période, je pensais que je voulais être ingénieur. J'ai fait 1 an première année ingénieur.
maths, physique, ok. J'ai compris assez rapidement que c'était pas ça ma voie. J'ai arrêté. Après, je me suis dit, j'étais toujours un peu dans les sciences. Après, j'ai commencé aussi une première année d'océanographie. Ok. Il y a des études comme ça. D'ailleurs, c'est pas loin. C'est à Mirmoreb. Incroyable. Et là aussi, super intéressant, mais tu trouvais pas? Je me trouvais parce que en fait, du moment où ils ont commencé à parler de l'anatomie des créatures sans vertèbres en moins 2000 mètres dans l'océan, je me suis dit, attends, c'est pas concret. Ça me paraît un peu loin. Ça me paraît un peu loin. Et du coup, j'ai arrêté, je me suis cherché. En fait, je savais qu'il y avait l'école que mon père avait ouvert et j'avais vu ma sœur qui a étudié, qui est plus grande que moi, elle a 4 ans de plus, et j'avais vu comment, en fait, elle a fait l'école et j'ai vu comment elle a commencé à travailler et en fait comment elle arrivait à aider des gens, travailler avec les bébés. Et j'étais un peu jaloux du fait que elle gagne sa vie, 2, elle est pas salariée. Ça veut dire que elle est à son compte. À son compte. Elle peut gérer ses vacances. Enfin, elle a pas de boss au-dessus, quoi. Voilà, il y a pas de boss au-dessus. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors c'était vraiment un essai. Et j'ai commencé la première année d'ostéo. Et là vraiment pour la première fois, après quelques mois, très vite j'ai compris que voilà, c'était ça ma voie. Voilà, parce que d'un côté, ça te mélange, c'est basé sur la science, physique, corps humain, anatomie, physiologie. Ça veut dire que c'est un parterre qui est solide. Et mais en même temps, ça reste pas que ici, le travail il est manuel. Et tout ce que j'ai appris, ces sciences et cette compréhension du corps humain, à la fin, ça doit se faire passer du cerveau, ça doit passer aux mains. Et ce mélange de travailler avec le corps, en face à face avec les gens, pas derrière un ordi, essayer d'aider tous ces gens-là avec tous leurs problèmes, plus avoir beaucoup de mental, beaucoup de connaissances, d'analyse, voilà, j'ai trouvé ce milieu qui me convenait et ça c'est ce qui m'a appris en fait dans la vie que on peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et c'est que après avoir commencé ça que j'ai compris que voilà, c'était ça et que j'aimais ça et que voilà, je suis fait pour faire ça. Et quand il y a des gens ils s'intéressent pour commencer les études d'OCO, ils savent pas vraiment si c'est leur voie ou pas. Je leur donne un exemple, mon histoire. Je leur dis, de toute façon, chaque chose que tu fais, elle t'avance. Si c'est pas ça, au moins tu sais quoi ne pas faire. Si c'est ça, c'est ça. C'est grâce à tout ce chemin que tu as fait finalement que tu as réussi à trouver ta voie. Voilà. De toute façon, tu peux pas savoir si t'aimes quelque chose avant de le connaître. Merci de ta réponse. Extraordinaire, exceptionnel. Comme tu nous as expliqué donc dans ta très belle introduction, tu donc es ostéopathe. Tu es aujourd'hui directeur de l'école Wingate. Pour que les gens comprennent, et puis même d'avoir ton retour à toi, tu te considères aujourd'hui comme un formateur, comme un praticien ou comme le businessman, le directeur de l'école Wingate. Quelle casquette aujourd'hui te va le mieux, si peut-être tu as plusieurs casquettes que tu aimes utiliser? Bah, c'est vraiment ces trois casquettes et ça dépend le jour. Il y a des jours où je mets cette casquette-là, un autre jour, ça change les pourcentages. C'est sûr que quand je suis à mon propre travail, au cabinet, à Tel Aviv ou ici, voilà, je suis que ostéo, je suis que avec le patient. Et Wingate, l'école, en fait, on a peut-être 30-35 profs assistants qui font partie, que eux, ils apprennent en fait l'ostéo et la médecine. Moi, j'ai pas beaucoup de cours. J'ai mes quelques cours où vraiment je sens que je fais passer l'ostéo. Et la plupart de mon travail, c'est gérer tous ces profs-là. Qu'est-ce qu'ils donnent comme contenu, quand, est-ce que c'est en corrélation avec d'autres cours? Alors vraiment, par rapport à l'école, c'est surtout gérer, boss. Un peu chef d'équipe, si tu veux, de l'école Wingate. Voilà. Là, on dit Wingate ou Wingate? On se pose tous la question en interne, hein, que tu saches. Hein. Élève, pas élève. Il y a écrit Wingate avec un W, mais est-ce qu'en hébreu ça se dit Wingate parce que c'est deux vagues? Plutôt à l'étranger, c'est Wingate, les Israéliens ils disent Wingate. Et toi, tu préfères quoi? Moi, les deux. Ça m'est égal. J'aime bien les deux. Et du coup, comment t'es passé de l'élève à Wingate, ce que vous préférez, au poste de directeur? Ok. Alors ça aussi, c'est une histoire. Je vais la raccourcir. Alors en fait, l'école a été ouverte en 2003 par mon père et un associé. Ça veut dire que ça fait déjà 23 ans que ça existe. Et
Et voilà. Alors c'était avec son associé. Après, voilà, partout il y a deux personnes. Il y a trois raisons, trois idées, tu vois. Forcément. Et du coup, alors voilà, il y avait cette personne qui dirigeait l'école. Et après, il y a eu des trucs entre humains, des trucs politiques, des problèmes politiques, problèmes de conflit interne. Qu'on fait que après quelques années, voilà, la personne qui dirigeait l'école, en fait, a été renvoyée. Okay. La personne qui dirigeait l'école pendant 10 ans. Et du coup, fallait très vite trouver quelqu'un d'autre qui gère l'école. Alors moi, j'avais fini mon parcours d'étudiant. Après, pendant 2 ans, j'étais assistant en crânien. Okay. Et après ces 2 ans-là, très rapidement, il s'est passé plein de choses politiques, je veux dire. Rien à voir avec l'ostéo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà, la situation était où j'étais obligé de rentrer dans les chaussures de la gestion. Et aujourd'hui, tu te plais dans ce que tu fais? Ça aussi, ça a une longue histoire. Ça veut dire 6 ans. Alors moi, vu que je suis juste petit ostéopathe, je sais pas gérer une école. On a trouvé cette Yael Dahan, oui, bien sûr, qui gère l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 3, c'est ça? Pour expliquer aux gens, vous êtes 3 à gérer la... Et elle a de l'expérience dans la gestion, dans le monde du travail, des grosses compagnies, Super Farm. Elle avait plein de choses très gros. Mais alors, elle est venue, on l'a ramenée pour travailler, mais elle comprend rien dans l'ostéo. Okay. Et moi, c'est l'inverse. Je connais bien l'ostéo, je connais bien l'école, je sais comment ça marche, mais je sais pas gérer. Donc c'est un bon mix. Et du coup, ce qui fait que voilà, il y a Bruno, mon père, moi et elle, on travaille comme une personne, on est devenus. Et voilà. Et ça se complète à 100%. Et voilà. Alors la gestion, ça serait Bruno, Yael et moi. J'ai appris en français, il faut toujours mettre moi-même à la fin. Ça, c'est l'éducation française. Les Israéliens, pas du tout. C'est moi d'abord et après les autres. En français, il y a beaucoup de mythos, c'est pour ça. Il aime bien faire un peu semblant de je suis à la fin. Moi, j'aime bien. En Israël, ça manque un peu la courtoisie. Ça manque un peu. Je suis d'accord avec toi. Bon, après, en tant que Français, je pense qu'on amène aussi ça. Ouais. C'est aussi un côté positif qu'on amène aujourd'hui en Israël. Voilà, le fait d'être courtois, le fait d'être poli, le fait, bon, pas tout le monde est poli, mais le fait d'être poli, d'essayer d'amener un peu de l'humain, finalement. Le milieu entre les Israéliens et les Français, juste un c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Et on le voit à l'école en plus. Et c'est ça qui est fou. Là, si on peut parler de l'école par rapport, comment vous avez réussi à attirer et des Français et des Israéliens, parce que on le dit, c'est 2 façons de penser différentes. On a eu 2 éducations complètement différentes. Le pays en Israël, il est jeune. En France, ceux qui viennent en tout cas de France et d'autres pays hors Israël. Comment vous avez réussi? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est 50-50, 50% israéliens, 50% français, ou peut-être un peu moins, je sais pas dans le pourcentage. 65-35 peut-être. Ok, bah 65-35. Comment vous avez réussi à attirer les 2? En fait, ça a commencé surtout par des Israéliens. Les premières années, c'était pratiquement que des Israéliens qui venaient étudier. Et après, les années viennent, Aliyah, je sais pas moi, hyper cachère, les gens ils viennent. Et pourquoi il y a beaucoup de Français par rapport à leur pourcentage en Israël, c'est que les Français, 100% des Français connaissent l'ostéopathie. L'ostéopathie en France. Très développée en France. Très développée. En Israël. Surdéveloppée d'ailleurs. Voilà, trop développée. Il y en a beaucoup trop. En Israël, ça dépend les régions. Mais je dirais, il y a 40-50% des Israéliens qui savent ce que c'est l'ostéopathie. Ok, donc il manque quand même un gros pourcentage qui me connaissent. Et avant, c'était moins. Wow. Les années avant, il y avait 20-30% des Israéliens qui savaient ce que c'était l'ostéopathie. Maintenant, ça dépend où. Tel Aviv, Netanya, ok. Bien sûr. Tu vas à Dimona et Rouham, ils n'ont jamais entendu. Forcément. Alors avec les années, il y a eu de plus en plus de Français. Parce que les Français, ils connaissent ce métier, ils savent que c'est un bon métier. Et qu'il n'y a pas encore beaucoup d'ostéo en Israël. Combien aujourd'hui à peu près je dirais... j'avais entendu 300, ouais, c'est ça, j'avais entendu 300. Dans les 300. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Puis, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu te dis? Sur tout ce que tu as fait, sur tout le chemin que t'as pris, que tu as parcouru. Qu'est-ce que tu penses de toi, de ce que tu as fait? Et donner ton avis sur ça? Pas mal. Déjà, je suis toujours en train de le créer, ce chemin. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Et c'est ça, en fait, cette situation qui a été faite parce que les gens ils s'entendent pas bien. En fait, ça m'a mis dans cette position de gérer une école, une grosse école, où jamais dans une autre vie je serais arrivé à cette étape-là. Alors au début c'était, il y a des années un peu difficiles.
Corona, Covid, les guerres. Déjà, gérer une école d'ostéo, c'est super compliqué. Rajoute ça, Corona, les masques, on devait diviser les classes en 4 avec des zooms. Qu'est-ce que c'est un zoom? Les zooms, ça a commencé à cause du Corona. Bien sûr. On est 2 ostéos, on n'est pas des soundmen. Alors voilà, du coup, après les guerres, les profs, ils sont en milou, enfin, vraiment, et du coup, on a fait un parcours de ouf ces 6 dernières années. On a amélioré l'école, les cours, les heures, tout qui marche beaucoup mieux. Et alors voilà, je suis fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Important. Il y a encore beaucoup de travail et vraiment on envisage, j'ai des gros projets, beaucoup de, comment on dit, Chazon. Chazon, c'est comme Chazon, voilà, je le traduis maintenant tout de suite. Il avait cette idée d'Israël pour les Juifs. Beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de projets, de choses qu'on a envie de faire encore et d'améliorer. Et voilà, je suis fier de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, on est en plein. T'es dans le début. On est en plein, voilà, on est au milieu début. Et ce que j'aime bien aussi en hébreu, il y a un mishpat qui dit Aderech hachama me'holech ba. Ça veut dire la route est plus intelligente que la personne qui traverse la route. Ça veut dire que la vie, ça t'emmène dans des endroits où des fois tu comprends pas pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es censé faire. Et c'est que après quelques temps, après des années où tu regardes en arrière et tu comprends en fait que il y a rien qui a été fait pour rien. Par hasard. Et tout a emmené dans ta voie en fait que tu as été tracé pour toi. Tracé pour toi, exactement. Et ça, je comprends avec plus le temps passe et les années, c'est beau à voir. Bravo, bravo, c'est une très bonne réponse. Merci. Sincère, bravo. Ok Noam, on a parlé de toi, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ce que tu penses. Tu es très fier de toi et nous on est fiers de toi. Bravo. Si on parlait un petit peu plus du métier. Bon, l'ostéopathie, on va rentrer, on va mettre les 2 pieds dedans. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du charlatanisme, que c'est basé sur rien, que ok, il y a le régage des mains, oui tu soignes, mais quel est ton avis sur tous ces on-dit, sur tout ce que les personnes y pensent? Quelle serait ta réponse à leur donner? Question très vaste, je sais. Ouais, bah écoute, ça dépend. Avec les gens qui sont pas dans le métier, ils peuvent pas comprendre en fait qu'est-ce qu'on fait. Et à mon avis, le but, un bon ostéopathe, c'est un ostéopathe aussi qui sait expliquer qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux étudiants dans les cliniques, quand ils traitent, constamment, on rentre, qu'est-ce que tu fais? Toujours l'ostéopathe, l'étudiant, on fait pas pour rien. C'est pas, je sens, je traite ici, je fais quelque chose. Chaque chose doit avoir une cause et ça doit être basé sur quelque chose. Alors un bon ostéopathe, c'est quelqu'un aussi qui explique qu'est-ce qu'il fait aux patients. Et il y a aussi au début d'un traitement, ce qui est important, si chaque ostéopathe faisait un Atzarat Kavanot ou Teum Tzipiot. Alors Teum Tzipiot, je suis pas sûr comment on dit, mais je peux checker. On va le traduire. Je te prends pas la tête, on le traduira, je le mettrai en sous-titre. Alors Teum Tzipiot, ça veut dire vraiment, et si ça se fait comme il faut, il n'est pas censé avoir les gens, ils doivent pas avoir cette idée de charlatanisme, il m'a fait quelque chose, ça marche pas. Bon, on a changé d'endroit, il y avait du bruit, il y avait du monde. C'est comme ça, un podcast à tout terrain, c'est comme ça. Donc voilà, donc tu disais effectivement sur la réponse par rapport au charlatanisme, donc tu disais que voilà 10-15% des gens, tu peux voilà. Non, alors ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tout est comment l'ostéopathe il décrit qu'est-ce qu'il va faire et c'est quoi c'est ce Teum Tzipiot. Par exemple, en général, les ostéopathes, on est modestes. Et le discours, au moins qu'on essaye de faire passer aux étudiants, c'est voilà, chaque chose on essaye. On peut essayer 2-3 séances. On n'est pas des magiciens. Voilà, on n'est pas des magiciens. On peut essayer 2-3 séances. Des fois, oui, mais pas toujours. On peut essayer 2-3 séances et on voit au fur et à mesure si ça marche pas. Et voilà, peut-être un ostéopathe qui dit ah tu viens à 100%, je te traite, c'est bon. C'est peut-être ça, c'est à base de ça cette idée de charlatanisme. À mon avis, si un ostéopathe il explique c'est quoi ces tzipiot et comment il fonctionne, pense qu'il faut essayer et qu'on voit et on verra et si ça aucune raison que quelqu'un en médecine je vais dire allopathique. Bien sûr. Ils sont dans ce nuage aussi. Il y a un nuage, je vais dire à Raphaël, comment on dit, la brume. Ouais, la brume. La brume au cabinet, dans la clinique, que ce soit ostéopathe ou médecin, il y a une brume. Ça veut dire que t'es pas à 100%, tu sais pas à 100% qu'est-ce qu'il a la personne. D'accord.
Et même en médecine allopathique, des fois ils savent pas, ils te donnent un médicament et ils voient si tu te sens mieux, et ben ça les aide à faire le diagnostic. D'accord. C'est genre je te donne un médicament, on verra si tu te sens mieux, bah c'était ça. Alors personne a la vérité à 100%, à part le bon Dieu, bien sûr, le grand architecte. Et j'aime bien cette phrase, le grand architecte. Et voilà, et le but d'un bon ostéopathe, c'est d'essayer, on essaye d'arriver au plus proche de la vérité, mais personne a 100% de la vérité. Et voilà. Alors à mon avis, il y a pas censé avoir de ces sensations de charlatanisme. Si l'ostéopathe, il a un bon discours, il est se base sur les choses factuelles. sincère et modeste. Okay. Voilà. Très bonne réponse. On reste dans ce truc-là un peu, ce que les gens y pensent. Comment t'expliques? C'est une bonne question parce que toi, je sais que t'aimes bien le cranial. Comment t'expliques qu'il y a plusieurs façons de soigner en ostéopathie? Un exemple. Les gens pensent que la médecine, comme tu as dit, c'est 1 + 1 = 2. En ostéopathie, 1 + 1 n'est pas du tout égal 2. Parce que une personne peut soigner en viscéral, donc tout ce qui va être dans les ordres du ventre. Une personne peut soigner avec du cranial, une personne peut soigner structurellement. Comment tu expliques qu'on n'a pas chacun, ou du moins tous, la même base, et après, chacun avec ses spécificités? Quel est ton avis sur ça par rapport à ce que les gens pensent des ostéopathes de manière générale? Ils vont voir un ostéopathe un jour, ça va être « Ah, il m'a soigné, j'avais mal au dos, il m'a fait quelque chose au ventre, je sais pas c'est quoi. » Et l'autre, à moi, j'avais super mal à la jambe, il m'a fait quelque chose à la tête, je sais pas c'est quoi. Ok. Alors, on peut dire que dans la vie, comment dire, deux manières de... Et tes forces, ce qui te fait fort peut te rendre aussi khalash. Okay. En gros, ce que je veux dire, c'est que déjà à l'école, le parcours il est pareil pour tout le monde. Crânien, viscéral, structural, fonctionnel, ostéopathie classique. Et après, c'est vrai que ce métier, après les ostéopathes, quand ils ont fini, ils font un peu leur salade, leur sauce. Et d'un côté, moi, je trouve que c'est ce qui est beau dans le métier. C'est que tu peux essayer de, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Des robots. On essaye de créer un changement dans le corps. Et ce changement-là, tu peux le faire de plusieurs façons. Et tu peux manipuler la vertèbre, ou tu peux essayer de relâcher le ligament viscéro-vertébral qui s'insère et essayer de libérer la vertèbre à travers le ventre ou à travers le crâne. Ça veut dire que... Donc on a besoin de toutes ces méthodes-là. Voilà, on a besoin de toutes ces méthodes-là. Chaque thérapeute, il y a des ostéopathes qui sont plus structurels. Dans leur énergie, c'est une question d'énergie aussi. Il y a des ostéopathes qui sont plus dans l'écoute. C'est une séance ostéopathique, c'est comme une conversation. Tu peux pas parler et écouter en même temps. Okay. À un moment, il faut parler et à un moment, il faut écouter. Et à mon avis, c'est ce qui nous diffère aussi des kinés, des physiothérapeutes en Israël, on dit. C'est une question que j'avais. Et là-bas, c'est vrai que là-bas, comme un peu la médecine, c'est tout protocolisé. On fait par protocole. Je sais pas moi, t'as une entorse, tu fais ça, ça, ça et ça. T'as eu un AVC, c'est ça, ça et ça. Alors c'est vrai que chez nous, t'as plus de possibilités de décider toi-même qu'est-ce que tu veux, t'es plus autonome. Okay. Et c'est des fois, il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui des gens dans leur caractère, ils sont plus, je vais dire, dans salariés. Ils sont plus, ok, moi ça c'est 1, ça c'est 2. Ouais. Okay. Ils n'acceptent pas. Voilà, ils ont besoin d'une méthodie très stricte. Structurée. Mais c'est pas l'ostéo. Parce que nous on croit en ostéo que, ok, si toi tu as un lumbago ou lui il a un lumbago, toi ça sera à cause des viscères, lui ça sera à cause de la vertèbre supérieure. Parce que chacun est fait différemment et chacun a sa propre histoire. Alors il n'y a pas de protocole en ostéo, on n'aime pas les protocoles. Et c'est ce qui fait la force de ce métier. Magnifique. C'est que le métier, il est tailor-made. Il est cousu, en fait, Andrew Taylor Still. Andrew Taylor Still travaille. Pas par hasard. Taylor Still, c'est le fondateur de l'ostéopathie. Voilà, alors Taylor, il te taillait le traitement sur toi-même. Still, il le faisait rapidement comme un... ninja. Comme du fer, Still. Enfin, il y a toute... je sais pas si vous connaissez Alain Becerra. C'est un ostéopathe, très grand ostéopathe. Okay. Il est toujours avec nous. Et lui, il est très dans la philosophie d'ostéo. Et il y a beaucoup d'articles que d'ailleurs, cette année, vous allez commencer à les lire.
et des articles très intéressants aussi. Et un des articles, c'est comment il prend le nom de Andrew Taylor Still et il te fait tout un truc. Enfin voilà. Magnifique, magnifique. Merci de ta réponse. Avec plaisir. Plutôt deux questions en une. Est-ce que tu peux déjà donner une définition du fascia et après parler comment on le traite et après de passer sur énergie. Ok. Alors déjà le fascia c'est le tissu conjonctif en fait, le plus grand il s'insère partout pour des vertèbres, avec couche osseuse, musculaire, même au niveau de chaque fibre musculaire, chaque muscle il a beaucoup de fibres, chaque fibre est entourée par ce tissu conjonctif, ça enterre les viscères et en fait si tu veux pour moi c'est voilà on a le système musculo-squelettique structurel, système viscéral, le viscère, au niveau du ventre, de l'abdomen, enfin pas que, du viscéral dans le crâne aussi. Okay. Et les glandes, tout ça, ça fait partie du viscéral. Et après, tu as le crânien, l'axe crânio-sacré et le système nerveux. Et le fascia, en fait, c'est la colle de ces trois grands systèmes. Enfin, il te relie les viscères sur les vertèbres, il te relie les muscles sur le système osseux, il te relie le système nerveux sur des insertions dans la colonne vertébrale. C'est le lien entre en fait, c'est la colle de tous ces systèmes en fait. Et tous les gens de médecine alternative, que ce soit masseur, médecine chinoise, acupuncture, ils l'utilisent. You name it, tous chiropractes. En fait, on travaille tous sur le fascia. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Tout travaille sur le fascia. Aujourd'hui, maintenant, c'est le new age, c'est les dernières années. Tout le monde en parle maintenant. Ah oui, moi, je suis un fascial therapist. Je suis un... Même avant, tu étais un fascial therapist sans le savoir, en fait. Et c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode. Donc, il n'y a pas de lien avec les énergies. Alors, c'est que structurel en réalité, le fascia. Après, on dit que les émotions, les traumas, on dit que tout s'intègre aussi sur le fascia. Ça veut dire que les traumas émotionnels qu'on a pu avoir, elles ont leur empreinte sur le corps, sur les fascias, et c'est pour ça que ça arrive des fois, tu traites quelqu'un, tu relâches des tissus, et d'un coup il y a un truc qui se libère, les gens ils pleurent, ça arrive. T'as déjà eu ça? Ouais. En séance? Ouais. T'as une histoire à nous raconter beaucoup autour du ventre. Ok. Pourquoi? Quel est ton le ventre, tu sais, il y a beaucoup de systèmes sympathiques, il est beaucoup ici, ça veut dire le système du stress. D'accord. Et après, ouais, ça dépend aussi des régions. Que Dieu préserve des traumas sexuels. En traitant la région du bassin, il peut se réveiller des choses. Ouais, ça arrive. Il faut. Enfin, c'est fort parce que là, le plus grosse chose que tu as fait, c'est pas d'avoir tourné la vertèbre ou d'avoir relâché le ligament. C'est peut-être t'as relâché un truc émotionnel. Et ça, c'est la plus grande ostéopathie que tu as pu faire aujourd'hui. Et ça, on l'apprend? Ça s'apprend au terrain. Okay. Au terrain. Non, on en parle, voilà. Mais après, sur le terrain, les meilleurs profs, c'est les patients. Les meilleurs profs. C'est eux qui t'apprennent leur cas et qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Alors en fait, les études d'ostéo, on peut dire qu'elles commencent quand les études d'ostéo sont finies. Ça commence. Enfin, c'est un métier à vie et on fait que apprendre. Et une autre explication que j'aime bien. Bien sûr. Pour un peu décrire le fascia, c'est que c'est comme tu prends une orange. Et en fait, elle est solide, mais il y a énormément de jus dedans. Bien sûr. Et chaque petite goutte de jus, en fait, est entourée à son propre sac qui l'entoure et qui crée, en fait, que ça soit un truc dur, mais très liquide. C'est comme si on n'aurait pas eu de fascia, tous les 70% d'eau qu'on a dans le corps seraient tous tombés dans les jambes, je veux dire. Bien sûr. Alors en fait, le fascia, il engroupe et il entoure tous les liquides, tissus, et c'est ce qui nous tient en fait. Tu peux avoir la même silhouette de ton corps, exactement la même, qu'avec le fascia. Wow. Je veux dire. Et pareil qu'avec le système sanguin. Je peux, si j'enlève tout et je laisse que le système sanguin, ça sera exactement ta forme jusqu'au doigt. Incroyable. C'est-à-dire que on a besoin de toutes ces couches-là pour être qui nous sommes. Ouais. Magnifique. Pour un peu, pas reparler de ton parcours, mais un petit peu,
Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens ostéopathe à 100%? Bah, je sens que j'ai encore, je peux m'améliorer encore. Ok. En fait, d'être ostéopathe, quand on finit les études, en fin de compte, tu travailles seul. C'est toi devant le patient. Bien sûr. Et ce qui peut être dur aussi, c'est pas, on est beaucoup et voilà, j'ai eu un cas et tu parles avec des collègues et vous pensez ensemble. T'es vraiment toi devant le patient et tu dois toujours te auto-questionner. Chaque traitement, chaque traitement, t'essayes de t'améliorer en fait. Chaque pas la même personne que t'étais avant. Chaque patient, ton traitement, il est constamment en train de se changer. Okay. C'est pas voilà, moi je traite comme ça. Il y a un mois, je traitais d'une façon. Ce mois-ci, c'est plus pareil. Okay. Il y a des techniques que je fais plus. Il y a des trucs que c'est très vaste en fait. Toutes les méthodes possibles en ostéo, elles sont très vastes. Donc, en constante évolution. Et c'est toute une vie juste pour mettre en essai tout ce que j'ai appris pendant 5 ans. Okay. Et alors non, je suis pas 100%. J'ai peut-être des choses où je suis plus fort, les choses où je suis moins fort. Enfin, je sais que voilà, c'est un truc qui c'est censé s'améliorer. Il y a toujours du travail à faire. Les études ne finissent pas. On fait toujours des cours d'ostéo, des sadhanaot, ça veut dire des 3 jours de postgraduate. Ça veut dire je vais en France, j'ai fait des trucs pour bébés. C'est pas ça y est, j'ai fini mes études. Pas du tout. Okay. Il y a toujours où évoluer, où s'améliorer. Et voilà. Si tu devais, pour les gens qui aimeraient rentrer à Wingate, on fera une deuxième partie où on montrera à l'école si cette première partie vous plaît. Si tu devais, voilà, rapidement, en quelques mots, décrire qu'est-ce que c'est Wingate, qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on apprend, quand tu ressors de là-bas, qu'est-ce que tu es, même si on a compris qu'on était ostéopathe, pour que voilà, si les gens sont intéressés par venir, comment ça fonctionne pour qu'on te contacte. Et alors d'abord Wingate, les Winski Wingate. Enfin, Wingate c'est un grand complexe. Et il y a le collège Levinsky Wingate. En fait, Wingate c'est l'académie du sport d'Israël. D'accord. Et tous les grands sportifs sont là-bas. Et il y a aussi des études de BA, de sport, de tout ça. Et dans ce collège, il y a plusieurs écoles. Et la plus grande école dans ce collège, il y a des écoles privées. Okay. Mais il y a une relation, enfin, ils sont en shoot-foot. Okay. Et dans toute cette école, la plus grande école, c'est l'école d'ostéo. Et alors, nous, on fait partie de Levinsky Wingate. Wingate, c'est un nom qui est mondial. Ça veut dire, donc partout dans le monde, on connaît cet institut. Et voilà. Alors, l'école, c'est une école les études prennent à peu près 5 ans. Okay. C'est 2 jours par semaine, 2 jours et demi par semaine, des jours pleins. Des jours pleins, ça dépend des années. Et dès la première année, enfin voilà, en gros, c'est divisé en 3 grosses parties. Première partie, c'est tout ce qui est médecine, sciences, ça veut dire anatomie, pathologie, physiologie, embryologie, tout ce qui se finit avec logie, ok? Première partie. Deuxième partie, c'est les cours professionnels, ostéo, crânien, viscéral, structurel, fonctionnel, ostéopathie classique, ostéopathie réflexe, urogénital, bébé, toute cette deuxième partie. Troisième partie, c'est le stage. Okay. Et le stage, c'est des vraies cliniques qu'on gère et à Tel Aviv et à Wingate, et des vrais patients. Et les étudiants, ils sont censés faire dans leur programme des heures d'observation et des heures de traitement. Okay. Et ça se fait en deuxième, troisième année plutôt observation. Quatrième, cinquième, c'est toi qui traites. Et voilà, alors c'est un long parcours avec beaucoup de filtres sur la route. C'est-à-dire des examens, c'est pas facile d'arriver jusqu'à la dernière ligne. Et mais les gens qui sont sérieux, qui ont cette connexion avec le métier, qui sont motivés et qui foncent jusqu'au bout, et ben ils réussissent. Ils réussissent, mais pas tout le monde. Et tant mieux. Tant mieux. Ça aurait été un métier. Voilà. On veut garder la qualité, c'est pas la quantité. Comme dans tous les métiers, hein. C'est pas tout le monde qui, comme tu disais au début. On veut pas arriver en France, je sais pas moi, avoir des milliers d'ostéos. Ok. On reparle de ces 2 casquettes, hein, ces 2 fameuses casquettes. Qu'est-ce que tu retrouves de l'ostéopathie dans ton rôle de directeur? Ok, belle question. En fait, la formation d'ostéo, l'ostéopathie, c'est des principes, c'est une philosophie avant tout. Et c'est vrai qu'il y a quelques principes qui peuvent aider dans la gestion des grosses,
assez grosses boîtes, compagnies. Un des choses qui m'a aidé, par exemple, c'est cette notion de direct-indirect. Ok. Donc les gens, ce qui est magnifique. Enfin, voilà, c'est de manière de t'as un fémur qui est en rotation externe. Tu veux l'emmener en rotation interne. T'as deux possibilités. Ou je fonce direct, il est externe, je le mets interne. Ou tu fais l'inverse, tu vas avec lui, tu vas avec la lésion et t'augmentes sa tendance. Après, il y a des choses qui vont se relâcher et après, tu l'emmènes. Après, c'est très philosophique par rapport à la vie. Tu as un contrat avec quelqu'un. Tu peux aller un devant l'autre ou tu peux en fait aller dans sa tendance pour pouvoir faire ce que tu veux. J'ai un tiroir qui s'ouvre pas. Soit je force. Alors, si je force, ça marche pas, je vais le refermer, il y a un truc qui va se débloquer, et là, je vais pouvoir l'ouvrir. Alors, dans la gestion, en fait, parce que gérer une école, c'est être travailler devant Wingate, devant les étudiants israéliens, c'est pas les étudiants français, hein. Devant les profs, devant les profs, devant les assistants, et en fait, et toi, t'es au milieu de tout. Et voilà, il y a des choses, voilà, il faut savoir l'art de manier les choses dans ta façon que tu veux. Si ça marche pas en direct, et ben il faut savoir, t'as cette deuxième possibilité d'essayer de contourner les choses dans ta façon, mais que la personne en fait veulent faire de elle-même, qu'elles veulent faire ce que toi tu veux qu'elle fasse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de réussir à travailler voilà. pour. Alors, il y a cette notion de direct-indirect. Après, il y a cette notion un des principes de l'ostéo, la structure gouverne la fonction. Comment je structure la gestion, le secrétariat, le chef des cliniques, comment je structure ces gens-là pour que la fonction marche. Et quand la fonction marche pas, alors il faut corriger, il faut trouver les lésions, en fait. Il faut trouver les lésions, il faut les corriger. Comment je les corrige, c'est aussi une possibilité, en direct ou indirect. Trouver les lésions pour que la fonction marche à 100%. La loi de l'artère est suprême. Pareil, un autre principe d'ostéo. Les choses doivent avoir cette fluidité. Je vous spoil un peu, hein, tous ceux qui vont vouloir faire ces études. Après, voilà, il y a des blocages qui bloquent les choses. Il faut libérer les blocages. Enfin. Et puis l'écoute. L'écoute. Si on peut résumer tout ça. Ça aussi, savoir écouter. Parce qu'un ostéopathe qui sait pas écouter, c'est compliqué. C'est vrai. Il faut savoir écouter. Et l'intuition aussi, comme tu as dit, voilà, beaucoup de choses, des principes ostéopathiques finalement, peuvent t'aider. Heureusement que tu es ostéopathe et qu'après tu es devenu directeur et pas l'inverse. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En fait, moi j'ai eu cette comment on dit, ce mérite parce que j'étais étudiant, comme toi. Et comme étudiant, tu vois les lacunes, tu vois les problèmes. Bien sûr. Mais toi, tu vois, en général, c'est jamais la même personne qui sent les problèmes et après qui peut aussi les corriger. Et ben moi, j'ai senti des problèmes spécifiques qu'il y avait dans l'école et j'ai eu la chance d'arriver dans ce job où je peux corriger, manier et alors voilà. Pour ta question. Magnifique. Merci l'architecte. Bon, dernière question avant de faire un petit quiz sympathique. Ça marche. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on fera sûrement une partie 2, je pense, pour expliquer un peu plus à l'intérieur. On le fera d'une autre manière qu'on a fait maintenant. On va rentrer un peu plus dans les détails dans l'école et montrer un peu comment ça fonctionne. Si les gens sont intéressés, bah, on est très fiers de notre business familial compagnie. Comme Family Business, il y a une série comme ça. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Si aujourd'hui, en tant qu'ostéopathe, en tant que directeur, parce que du coup, tu as 2 bonnes casquettes pour que je puisse te poser cette question. Quel conseil tu donnerais à un ostéopathe qui vient d'avoir son diplôme et qui ne sait pas s'il doit ouvrir sa clinique, pas ouvrir sa clinique, ne sait pas comment vraiment commencer dans son métier? Quel conseil tu pourrais lui donner que ça lui puisse lui servir? Eh ben, le premier conseil, c'est prendre chaque traitement que tu peux faire, le prendre. Moi, mes premières années, je me suis retrouvé dans des situations. Enfin, tu fais faire des domiciles. Il y a beaucoup de travail. Les ostéopathes, après quelques années, ils ont déjà assez de patients et ils arrêtent de faire des domiciles. Mais moi, je trouve que c'est important de faire des domiciles. Les domiciles, c'est pas pour les gens qui sont fainéants, pour les gens qui sont bloqués. Ils n'arrivent pas à sortir du lit, je veux dire. Et à mon avis, ça fait partie de notre métier qu'il faut garder. Faire les domiciles. Et
par exemple, il y a un exemple, Steele, je parle 1140 ans, en 1880, 1890. Les gens, ils venaient, il a commencé à faire son nom, le fondateur, et les gens, ils venaient partout pour le voir. Partout, ça veut dire du Arkansas, du Idaho, du Wyoming, c'était la région. Et les gens, ils venaient en train. Alors lui, il allait des fois, il allait à la station de train, pour pas que les gens se déplacent de la station de train jusqu'à chez lui à pied. Il les attendait à la station de train et il les traitait sur le banc. Incroyable. En dehors du train, debout, assis, allongé. Et il les relâchait, il les relibérait dans le train pour rentrer chez eux. Alors si Steele, le fondateur, à plus forte raison qu'on va le faire nous, l'ostéopathe avec l'a fait, alors évidemment, nous aussi on doit garder ça. Alors pour les jeunes ostéos, oui, alors il y a faire les domiciles. Okay. Après, il y a peut-être un peu plus de sensibilité avec les ostéopathes femmes, d'aller chez des gens à la maison. Il y a une petite sensibilité que je peux comprendre. Bien sûr. Et deux, on a cette possibilité de commencer à travailler dans les coupotes Rolim. Les coupotes Rolim, Maccabi, Clalit, en fait, elles ont tous leur propre cabinet. Bon, elles ont compris qu'il y a une tendance, les gens ils veulent la médecine alternative. Elles se sont dit, bon, on va pas rester derrière. On va ouvrir notre propre cabinet. Alors, ils ont leur ostéopathe salarié. Et c'est ce qu'en général, la plupart des gens qui finissent le parcours, il y a cette possibilité d'être salarié dans les coupotes Rolim. C'est ce que j'ai fait moi aussi pendant un an et demi. J'étais à Maccabi, j'étais à Clalit. Et ça, c'est une bonne façon de commencer. Le Tipoul en coupote Rolim, il est plus court que quand c'est en privé. Il est plus court, c'est 20 minutes. Mais moi, j'exigeais, pour le première séance, j'exigeais 40 minutes. Okay. C'est-à-dire un double. Et après, bon, c'est pas super bien payé, mais c'est pour se faire la main, pour rencontrer beaucoup de cas et de patients. Et après, par la suite, c'est ce qui fait connaître aussi l'ostéopathie, parce que les gens qui viennent à la Coupa prendre des séances d'ostéo, ils viendront pas en privé. Alors ça aide à faire connaître. Après, les gens ils te connaissent, ils veulent venir peut-être en privé. C'est ça. En fait, de commencer en service public pour après faire que du privé. C'est super. Et confiance en soi. Et ça te fait aussi quand tu es obligé de travailler en 20 minutes, ça te concentre sur le Tipoul. Sur qu'est-ce qui est le plus important en 20 minutes, qu'est-ce que je peux faire. Après, quand tu repars en privé, tu as 3/4 d'heure. T'as beaucoup plus. Tu peux faire full time. Tu peux faire énormément. Alors en général, les gens qu'on finisse, ils commencent la Coupa. En même temps, ils ouvrent leur propre cabinet au Sec Plateau. Il y en a pas beaucoup ici, mais il y a plus de Coupa. Et avec le temps, un équilibre qui se fait. Voilà, c'est le monitoring, c'est le bouche à oreille qui se fait. Et après, tu peux un peu enlever à la Coupa. Et comme ça, tu fais un peu des deux. Très clair. Et la confiance en soi, important. La confiance en toi. Il y a un mishpat que j'aime bien et qui est vrai, c'est que you fake it till you make it. Ça veut dire qu'au début, tes premiers traitements, t'es pas sûr qu'est-ce que tu fais, t'as l'impression que tu fais n'importe quoi peut-être, mais c'est très important de montrer l'assurance. Et l'assurance que tu montres peut jouer sur le placebo ou sur le fait que le traitement a marché ou pas. Si quelqu'un croit, c'est la première chose, croit que tu peux l'aider, ça va l'aider. Et il faut avoir de l'assurance, même si tu l'as pas au début. L'assurance, elle viendra rapidement. L'assurance et la modestie en même temps. Ça veut dire, faut pas se sentir non plus. On est sûr de soi-même, mais on est tellement sûr de soi-même qu'on peut dire, écoute, c'est pas sûr que je vais arriver à t'aider. Je vais arriver à t'aider. On essaye d'eux et on verra. Alors tu peux être sûr de toi en restant humble, restant modeste. C'est dur cette langue. En restant modeste. Français, c'est très dur. Très dur. En restant modeste, humble. Voilà. Comme même le dit en hébreu, c'est pareil. Combien? 45 minutes, 1 heure même. Ouais. De débat. Moi, il faut m'arrêter parce que moi, je commence à parler, j'arrête pas. J'ai plein de choses à dire. On va faire un petit jeu original. Allez. Pour un peu mettre un peu de punch à ce podcast. Basé sur du coup tes 3 casquettes. Ostéo, directeur et le côté humain, Noam. Donc, la règle elle est simple. Je te propose des scénarios. D'accord? Où tu vas devoir trancher entre tes 3 rôles. Ostéopathe, directeur ou humain. Donc, Noam en perso. Et tu vas devoir du coup choisir lequel prime, lequel est prioritaire par rapport à la situation en question que je te donne. Ok, ça te va? T'as compris? Ça va. Super. Premier scénario. Alors un étudiant, il vient te voir avec un souci perso qui affecte du coup ses notes, donc à l'école. Tu réagis en tant qu'ostéo, en tant que directeur ou en tant qu'humain?
Entre directeur et humain. Et d'abord, il faut essayer de comprendre vraiment l'histoire. En fait, ce qui est dans la gestion, même autant qu'humain, il faut, il y a cette tfila, laisse-moi savoir. תן לי את החוכמה להבין את מה העיקר ומה הטפל. En fait, essayer de comprendre où est la vérité et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est. C'est une demi-casquette là. Voilà, qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est mytho. Voilà, je te mytho en fait. Parce que voilà, les gens, les étudiants, ça arrive. Les gens, on reste des êtres humains. Ils ont chacun ses propres intérêts et les gens, ils vont faire ce qu'il faut pour aboutir leur intérêt. Et toi, tu dois essayer de comprendre. Voilà. Le directeur humain quoi. Voilà, le directeur humain, c'est des deux et si voilà, après on essaie de faire ce qu'on peut. Mais maintenant il y a une chose qui m'aide parce que c'est vraiment les possibilités, c'est l'infini. Les possibilités, qu'est-ce qui se passe? J'étais là, j'étais pas là, j'ai loupé cet examen parce que en fait tu te retrouves constamment dans la gestion avec des possibilités et chaque fois c'est une autre possibilité, une autre exemple. Et là t'es toujours tu dois censé aller à droite ou à gauche, oui ou non, noir ou blanc. Et ce qui m'aide beaucoup à trouver cette voie de vérité, en fait, c'est une chose qui est toujours avec moi, c'est en fait, dans la gestion de l'école, nous, le standard qu'on veut et qu'on attend des étudiants ne peut pas baisser. Pour aucune raison. Si c'était en Milouim, vraiment, il y a des bonnes raisons. Médicales, la famille, mariage, je m'en fous. Le standard ne peut pas baisser. Par contre, on peut aider. Si tu as une cause, tu as loupé un examen, tu as une mauvaise note, on peut aider. Si la cause est bonne, on peut te donner des cours. On peut rajouter encore un peu de temps dans l'examen. Tosef Etzman, encore 20 minutes. On peut donner des cours privés. On peut faire plein de choses pour t'aider si tu le mérites. Mais par contre, le standard ne peut pas se baisser. Tu peux pas, en fait, de ce que je comprends, c'est que tu gères Clali et tu gères pas perso chacun. Et si tu gérais perso, malheureusement, tu peux pas t'en sortir. Non, tu peux pas s'en sortir. Ok, bonne réponse. Deuxième scénario, si tu dois refuser un nouveau prof très qualifié, mais qui ne partage pas du tout ta vision pédagogique, qui décide? Là, c'est dur là. C'est dur, mais si je prends l'extrême, il faut qu'il y ait une bonne entente, il faut qu'il y ait une bonne communication entre la gestion et les profs. Même si le prof il est super, nul n'est remplaçable. Et si le prof il est super, mais il a l'encontre, mais il va contre l'école ou il fait pas partie de l'ADN, il faudra quelqu'un d'autre. Très bien. Voilà. Tu es surchargé de rendez-vous, de mails et de cours à préparer. Qui prend les commandes? Qui prend les commandes? La gestion, le directeur, 100%. Ok. Ouais. Donc ta priorité quand même, ça reste l'école aujourd'hui? Ouais. Ça, premières années, c'était beaucoup mon cabinet. D'accord. Et l'école. Et aujourd'hui, l'école a grandi. Et, ça de plus en plus, la plupart de mon énergie va sur l'école, bien sûr. C'est bien plus grand, bien plus. C'est là où tu dois. Mais j'ai toujours mon cabinet, ça veut dire que j'ai 2 jours par semaine à Tel Aviv, je traite régulièrement. Je veux pas laisser mon cabinet parce que j'ai l'impression que ça joue sur tout. Alors surtout sur l'école. Ok, très clair. Et après, il faut trouver aussi sa vie privée. Ça en a besoin de tout, de toute façon. Forcément, surtout en Israël, c'est le marathon d'avoir le plus de métiers possible. C'est c'est connu, c'est très comme ça, Bémet. Quatrième scénario, si un patient il te propose d'investir dans une nouvelle école de santé alternative, tu écoutes qui? Si un patient me propose? Un patient, il te propose d'investir dans une nouvelle école de santé alternative. Ok. Ça, c'est l'entrepreneur. Businessman. Après, il faut voir que je me tire pas une balle dans la jambe aussi. Forcément. Il faut, d'un côté, tu veux grandir, mais tu veux garder la qualité. Plus tu grandis, peut-être. Alors, plutôt businessman. Mais Ok, businessman. Et cinquième et dernier scénario, tu dois prendre une décision budgétaire importante, mais qui peut frustrer une partie de l'équipe. Qui est-ce qui va trancher? Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que là, ça va être le côté humain, plus dans l'écoute et dans la compréhension?
ou est-ce que ça va être Noam, l'ostéopathe avec ses qualités d'ostéopathie, d'écouter, de Taylor Steele et toutes les... Enfin, pour moi, la gestion, c'est ça. Tu prends, il y a une balance. Un peu de tout. Je veux dire, une balance, c'est l'argent, combien tu peux gagner, perdre. 2, c'est les gens avec qui tu travailles, le relationnel. Et l'art, c'est de trouver la bonne balance entre ça et ça, parce que tu te retrouves, il y a beaucoup de des règles, des lois qui se contredisent, tu vois. Ok. Alors, il faut savoir, c'est de l'art, et tu es constamment en train d'apprendre et constamment en train de t'améliorer. C'est vraiment avec les années, plus les années passent, plus t'as une salience qui arrive. Et voilà, et plus tu as ton propre Made in Youth. Made in Youth, c'est ce qu'on essaie de construire pendant des années. C'est comment on réagit par rapport à toutes ces possibilités infinies qui arrivent et qui vont arriver. Bonne réponse. Ouais. Okay. Voilà. Bah écoute, merci Noam. Merci de ce podcast. Merci à toi. C'est une partie 1. Comme je vous l'ai dit pendant le podcast, si vous souhaitez avoir une partie 2, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On a pu découvrir un petit peu plus sur qui est Noam, l'ostéopathe, le businessman, le directeur et Noam en perso tout simplement. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour prendre rendez-vous déjà? Pour rendez-vous, il y a mon téléphone et moi je traite 2 jours par semaine à Tel Aviv. D'accord. Et encore une journée ici. Il y a une petite clinique juste à côté. Là, c'est un peu plus la campagne. Les gens de Natania, la région, ils viennent vers ici. Et à Tel Aviv, il faut me contacter sur mon téléphone. On mettra le lien du coup au Lamcal pour prendre rendez-vous directement en ligne avec toi. Bien sûr. Petit truc Instagram aussi. On peut voir des photos un peu. On va mettre tout ce qu'il faut. Et écoutez, si vous êtes étudiant et vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à venir directement en lien en commentaire. Je vous enverrai directement chez Noam. Pour les Français, il faut juste les gens qui n'ont pas fait leur bac en hébreu, il faut aller faire le Mifraniel. Ah, Mifraniel. On exige Mifraniel, ça. C'est le Mifran en hébreu pour le niveau d'hébreu. Il faut avoir un bon niveau au-dessus de 105. Parce que je vous le dis, c'est pas très facile dès le début. Non. Mais avec, au fur et à mesure, on s'habitue. En tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous êtes un professionnel et vous souhaitez être à la place de Noam, bon, peut-être pas dans cet endroit, mais au niveau de Noam sur cette chaise pour qu'on puisse discuter, parler de votre métier, de votre profession, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé, pensez à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour le prochain podcast. Allez, merci à Noam, merci beaucoup. Une très bonne journée à vous. Merci de nous avoir écoutés.